Alice Labousse, qui est investisseuse, qui est également entrepreneuse. 1980 à Paris, et après, donc, tu es partie du côté de Poitiers. Mes parents étaient entrepreneurs, mais en réalité, ils avaient une entreprise à deux, juste tous les deux. Et mon père et ma mère fabriquaient des films pour des entreprises. Et donc, mon père s'occupait du narratif et ma mère avait une caméra et faisait les prises de son. Et un jour, ils se sont séparés, comme plein de gens. Qui a divorcé ici, là, juste pour voir? Ah, les stats. Il y a un paquet de menteurs, c'est dingue. Ouais. Et donc un jour, on est parti à Poitiers, en fait, s'installer avec ma mère qui s'est mise à son compte comme graphiste. Et donc c'est vrai que malheureusement, en fait, un jour, elle s'est fait planter par un de ses clients. Et donc la maison dans laquelle on a grandi a été prise par les huissiers, ce qui a été assez difficile, parce que c'est une maison que ma mère avait beaucoup rénové, beaucoup construit, elle s'était beaucoup investie dedans. Donc j'ai vu l'entrepreneuriat côté face, on va dire, c'est-à-dire côté où on vous prend tout. Et, donc l'huissier est vraiment venu, il y avait des scellés, on a vendu la maison, c'est ça? C'est ça, et ma mère est retournée vivre chez sa maman, et malheureusement c'était à la campagne, très loin, en fait il n'y avait pas de car de ramassage pour aller à l'école. C'est comme ça que mon petit frère et moi, on est partis en internat. Et tu es parti où en internat d'ailleurs, Alice? Alors mon père était à Paris, ma mère était à Poitiers. Donc le plus logique, c'était la région de Tours, parce que ça permettait d'aller un week-end chez l'un et chez l'autre. Et donc du coup, je suis allée en internat à Tours, à Chinon. Enfin, j'en ai fait un certain nombre. C'est une belle région qui produit également des bons vins. Très et donc c'est bon pendant cette période d'internat que tu vas découvrir le milieu merveilleux de l'économie et de la finance, Alice. Je ne sais pas si vous avez fait de l'internat ou si vous avez des enfants qui ont fait de l'internat. C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux versions. Il y a des gens qui l'ont vécu comme un moment extraordinaire. Et puis il y en a d'autres comme vraiment un sacerdoce. Moi, je suis plutôt l'option B, c'est-à-dire j'ai détesté l'internat. J'ai trouvé que c'était le temple de la solitude et de la misère. J'ai rencontré des enfants cabossés, vraiment, des jeunes filles qui essayaient de se suicider. J'ai rencontré une jeune fille, une toute petite, à qui on essayait constamment d'enlever des poux. Elle revenait d'ailleurs, on achetait les shampoings, on se collectait, puis elle revenait encore avec des poux. Enfin, moi, j'ai vu vraiment, en tout cas, une partie de la misère dans l'internat. Et donc j'ai détesté, j'étais malheureuse comme tout, mais j'ai eu une chance, une vraie chance, c'est que en fait j'ai rencontré une professeure d'économie, une sœur, qui s'appelait Sœur Geneviève de chez elle, qui était extraordinaire et qui en fait m'a pris un peu sous son aile. C'est-à-dire je me suis retrouvée au premier rang en classe d'économie et elle m'a aidée en fait à lire le monde sous un prisme économique. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment changé ma vie. Quoi. Elle me gardait le soir, parce qu'en fait, le soir, pour ceux qui ont fait de l'internat, donc souvent, en fait, il y a de l'étude, et puis on s'ennuie un peu. Et elle, en fait, sous une chapelle, elle avait son petit bureau avec une petite lucarne. C'était hyper émouvant, en fait, sa manière de travailler et d'aimer à ce point l'économie. Pour une sœur, c'est pas si commun que ça. Et en fait, elle me faisait venir plusieurs soirs par semaine, et elle m'expliquait Smith, Keynes, Ricardo. Elle t'avait pris en affection, elle t'aimait. Je pense qu'elle m'appréciait parce que j'étais très intuitive, j'adorais ça et je crois que je lui rendais bien parce que du coup c'est devenu ma passion grâce à elle. Alors après Alice, elle va remonter à Paris, à la capitale, elle est diplômée d'une école de commerce qui s'appelle l'ISC et à l'ISC, quand tu es étudiante, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément de club d'investissement et là tu vas en créer un et puis tu te dis pourquoi pas un club d'investissement en Place Vendôme et tu vas aller Place Vendôme. Magnifique, hein, j'ai un super biographe, c'est impressionnant, j'en reviens pas moi-même. Oui, école de commerce, j'arrive plein d'associations comme dans toutes les écoles de commerce et il s'avère que je découvre la bourse parce qu'en fait, pour moi, l'économie, c'était la macroéconomie, lire le monde, lire la politique, voir les impacts, les enjeux, le dessous des cartes. Mais je n'avais pas encore à ce stade-là compris que le pouls quotidien de l'économie, c'était la bourse et que en fait, il y avait un terrain de jeu extraordinaire où je pouvais moi m'exprimer. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de club d'investissement dans l'école, donc évidemment, j'ai créé un club d'investissement. Et Place Vendôme quand même. En fait, je rêvais de la Place Vendôme. Je ne sais pas pourquoi. Ça aurait pu être la place de la Bourse, par exemple. Ça semble plus logique. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je rêvais qu'on toutes nos réunions du mercredi, on les fasse Place Vendôme. Donc j'ai frappé à toutes les portes, toutes les sociétés de bourse, les joailliers et tout, pour qu'ils me prêtent une salle. Et j'ai réussi. On a eu une salle sublime en bois, comme ça, gratuitement tous les mercredis, avec vue sur la colonne Vendôme. C'était qui ça? Et c'était une société de bourse qui s'appelait Fidora Moirny, qui a été rachetée depuis... Jean-Pierre Pilaton vraiment à l'époque. Exactement. Il y a longtemps, quoi. Et alors donc ça c'était le début. Après ton premier job c'est à l'AMF. Tu faisais quoi exactement, Alice? C'est ça, exactement. Autorité des marchés financiers. Donc je m'occupais de prospectus pour les programmes de rachat d'actions des sociétés cotées en bourse. Richelieu Finance, c'était quoi? Richelieu Finance, j'étais analyste financier. Donc mon job, c'était d'aller chercher des pépites qui étaient adaptées à la méthode Richelieu, qui était une méthode de société sous-valorisée. Et je peux vous dire que c'était une sacrée pression. Pareil, tous les mercredis, comité, il fallait apporter une idée d'investissement et c'était pas si simple. 29 ans, tu vas créer ta boîte. C'est ça. Ça t'a pas dégoûté, les affaires familiales, de créer une boîte? Parce que tu aurais pu te dire, je vais faire tout sauf ça. Tu t'es toujours senti l'âme d'un entrepreneur en te disant, je veux y aller et seul.
Voilà, bah, en fait, je me suis toujours dit que j'allais prendre en main mon destin. Et que mon destin, il se prenait en main aussi par la création, le développement de projets. Et en fait, c'est quand je suis arrivée chez Richelieu Finance, quand j'ai vu, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais Gérard Augustin Normand, tout en haut, là, vous voyez, il y avait plein d'étages, et en fait, tout en haut, il y avait vraiment le grand patron. Et j'étais fascinée par ça, et je me suis dit, en fait, un jour, moi aussi, il faut être là-haut. Ce sera moi. Ouais. Voilà. Alors là, tu vas commencer par chercher des actionnaires. Tu vas trouver 12 actionnaires. Comment tu as fait pour trouver les 12 premiers actionnaires? Alors, sachant que tu avais un réseau, mais pas extraordinaire. Ah non, j'avais pas vraiment de réseau. Et tu venais de Poitiers, quand même. Hein. Et je venais de Poitiers. Ah oui, non, mais Poitiers, Chinon, bon. Ouais. Je venais de Poitiers, effectivement, j'avais pas de réseau, j'avais pas d'héritage et j'avais pas d'argent. Ça commençait mal quand même. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'ensemble des statistiques étaient contre moi. Il y avait à l'époque un peu plus de 600 sociétés de gestion en France, et sur les 600, il n'y avait que 2 femmes qui en avaient fondé, et qui étaient beaucoup plus âgées que moi à l'époque. Et donc, partir comme ça, sans rien, sans réseau, ce n'était pas idéal. Donc, comment j'ai fait? Parce qu'en fait, 12 investisseurs ont dit oui. J'ai levé 1 million d'euros de fonds propres bien avant d'avoir l'agrément, les équipes, les bureaux, les clients, et les fonds et la totale. Et pas de business en plus. Hein. Et donc, 0 business. En fait, comment est-ce que j'ai fait? C'est que comme les statistiques étaient contre moi, je ne suis surtout pas allée voir les financiers parisiens, parce que eux, ils savaient que les statistiques étaient contre moi, donc c'était sûr qu'ils n'allaient pas me financer. Donc, j'ai chassé sur LinkedIn. Principalement, c'était les débuts de LinkedIn. En fait, j'ai écrit à des inconnus sur LinkedIn et ça a marché. J'ai rencontré des entrepreneurs de province, de différents secteurs d'activité qui ont accepté de financer une valo quand même très importante parce qu'il n'y avait rien et je suis restée quand même largement majoritaire dans ma société. Oui, tu as ouvert quoi, 35%, c'est ça? J'ai ouvert 32% du capital. Pour rien au départ, quoi. Enfin, y a pas de business. C'était sur moi et mon business plan, on va dire. Et est-ce qu'ils ont gagné les sous, tes 12, à la fin? Exactement. Beaucoup? Ils ont gagné des dividendes déjà sur le chemin et ils ont fait une belle opération à la sortie. Et alors après, Alice, il paraît que tu fais vachement de business en allant... Merci. Je peux vous dire, c'est pas un truc comme ça, hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Et alors après, tu as fait mais... pas mal de business en allant déjeuner au restaurant, mais pas dans n'importe quel restaurant, Alice, les bons restaurants. En fait, j'ai appelé ça la stratégie tempête du désert. Mais vraiment, d'ailleurs, tous les jours, j'avais mon cahier avec la stratégie tempête du désert. C'est simple, en fait. Les seuls clients que je pouvais avoir, pour plein de raisons, parce que la distribution des fonds d'investissement en France est très compliquée et assez verrouillée par les assureurs, on ne va pas se mentir. Ma seule solution, c'était les investisseurs institutionnels, donc les caisses de retraite et les mutuelles. Et donc, pour pouvoir les rencontrer, c'était très difficile, puisque moi, je connaissais personne et tout ça. Sauf que j'avais eu, en fait, au fur et à mesure, à force de voir qui est qui, j'avais réussi à copier un genre de wouzou qu'on m'avait prêté, que j'avais photocopié en douce, et je me suis rendu compte que certains avaient des habitudes dans des restaurants, dans le 8e arrondissement, des restaurants de poissons principalement, avec du très bon vin de Bourgogne pour les amateurs. Oui. Et donc, en fait, je mémorisais leur visage et je savais qu'ils y étaient, et donc c'est vrai qu'assez régulièrement, il y a des restaurants où j'allais déjeuner parce qu'en fait... Toute seule, parce que je savais qu'il y avait tel patron, et donc en fait, à la fin, au bout d'un certain temps, je glissais ma carte à la fin en disant si vous voulez aider une entrepreneuse française dans la finance de marché, appelez-moi. Et ça a marché? Et bien ça a marché. Oh là 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 là. Et puis en plus, t'as pas grossi, c'est génial. Non, alors un peu quand même. En juin dernier, Alice, tu as vendu ta société. Tu avais 250 millions d'euros d'actifs. Oui. Ça paraît beaucoup, mais dans ces milieux-là, c'est pas tant que ça. Hein. Alors, je vais expliquer. D'abord, très rapidement, ma spécialité, c'était d'investir sur des actions partout dans le monde, sur des thématiques d'investissement. J'ai fait partie des premières à lancer des fonds thématiques. J'ai d'abord lancé un fonds sur le thème de la santé, mais surtout, en fait, 3 ans après le lancement du fonds santé, donc en 2015, j'ai lancé le premier fonds dédié à l'intelligence artificielle et à la robotique 2015, en France, en 2015, et j'ai levé auprès d'investisseurs institutionnels pour lancer ce fonds. Et donc effectivement, en fait, en tout, j'ai collecté. Alors en fait, vous savez, c'est un système qui se remplit et qui se vide, hein, parce que tous les jours, vous avez des souscriptions, puis tous les jours, vous avez des rachats. Et quand j'ai vendu ma société, je gérais un peu plus de 250 millions d'euros. C'est à la fois bien et à la fois loin de mes objectifs, mais honnêtement, c'était déjà pas mal. Tu l'as vendu combien ? Je dis pas combien. Ah bah non, attends, t'étais parfaite jusqu'à maintenant, non mais là, oh. Non, je dis pas, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, il y a du earn-out et par ailleurs, parce qu'en fait, nous, dans l'émission de télé, en fait, on a quand même eu un souci. On a quand même un des membres du jury dont l'associé s'est fait kidnapper pendant 24 heures et on lui a demandé 10 millions d'euros, ils lui ont coupé un doigt et tout. Donc en fait, et c'est pour de vrai, hein, c'est pas une blague ce que je vous dis, d'accord ? Donc on ne communique pas sur les chiffres, c'est volontaire. Après, en one-to-one, on peut discuter, mais voilà, donc je ne communiquerai pas sur les chiffres. À quel moment, toi qui as vendu ta boîte, tu sais qu'il faut vendre sa société ? Parce que par exemple, toi tu l'as vendu en juin dernier de mémoire. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Est-ce que tu te dis j'ai bien fait de le vendre ou pas ? C'est pas facile de trouver le bon timing pour vendre sa boîte. En fait, j'ai eu peur avant de la vendre
parce que je me suis dit socialement, en fait, je ne vais plus exister. C'est-à-dire que moi, j'étais la plus jeune femme en France à avoir créé une société de gestion, à avoir eu un agrément AMF. C'est un statut, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis donc, j'appréhendais. Puis finalement, je suis très très heureuse de l'avoir vendue. Et la décision, elle est venue de deux manières. En fait, la première, c'est que le marché sur lequel j'opérais est un marché qui est en très forte concentration. Trop de réglementation, c'est devenu trop difficile. Bureau Veritas. Bureau Veritas, merci. Ouais. Hello Karine. Ouais. À partir en dessous d'1 milliard, c'est une galère, quoi, on va pas se mentir. Donc déjà, ça, c'était compliqué. Et par ailleurs, j'ai le sentiment que mes heures vont m'apporter encore plus de revenus dans les mois à venir qu'en gérant une société de gestion. Et donc, je repars à l'assaut, je vais créer une machine de guerre. Et là, aujourd'hui, donc, tu as une société de conseil, hein, Alice. Hein. Tu conseilles les gens pour qu'ils gagnent des sous, en fait. Hein. C'est ça. Alors là, en fait, si vous voulez, bon, on le sait tous, hein, mais les Français et l'argent, c'est pas l'amour fou. Il y a un gros problème d'éducation. Et donc, j'ai décidé d'aider les Français, on va dire, à mieux gérer leur épargne pour le bien commun, pour leur bien à eux, devenir acteurs de la gestion de leur épargne. Mon ambition est nationale et ça va envoyer sérieux. Oui, mais il n'y a que des gens pour toi, ils sont tous blindés ici. Hein, je ne sais pas comment Très ils font là. Je vois Rodolphe Delors, le président des Eaux de Beauval, parce que le panda, ça rapporte. Ça rapporte le panda. Non, l'idée, c'est d'être dans la démocratisation. C'est justement en fait d'aider ceux qui n'ont pas accès aux banques privées. Alors, on a évidemment une cellule banque privée pour tous ceux qui le veulent. Mais par contre, vraiment, en fait, on va aller aider les gens parce que c'est pour le bien commun. Si on aide les gens qui ont un peu d'épargne à faire fructifier leur épargne, ils vont avoir plus de moyens pour dépenser. Et je pense que c'est presque politique comme mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre aussi de relancer la consommation, l'investissement. Et Alice, M6, l'aventure, donc ça fait quoi, 2 saisons, c'est ça ? C'est ça. Qui veut être mon associé sur la 6 ? Et alors, comment ça s'est passé ? D'abord, est-ce que c'est pas bidon tout ça ? On se dit, bon, ils mettent des ronds, tout ça pas. Comment tu as vécu la première année ? Alors, je l'ai très bien vécu. J'appréhendais pas du tout. J'ai fait pas mal de télé avant sur BFM, donc j'ai vraiment l'habitude de la caméra. Pour moi, c'est pas un sujet, c'est même plutôt un lieu de liberté. C'est plutôt un lieu de liberté et d'autoréalisation. Donc, je l'ai vécu avec joie dès le démarrage. Et après, bonne ambiance sur le plateau. Et franchement, c'est pas du tout un coup monté. Hein. C'est-à-dire que nous, les investisseurs, on n'a aucune idée des sociétés qui vont venir devant nous. On arrive, il y a un décor. Tous les jours, en fait, on a 6 cas d'investissement. Et en fait, on nous propose d'investir. Et donc, c'est pas du tout faux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on décide d'investir, alors, par contre, le seul truc, c'est qu'en fait, après, on fait une due diligence, c'est-à-dire qu'on étudie quand même l'entreprise, parce que, en 1 heure, sans avoir les comptes, juste sur quelqu'un qui vous raconte quelque chose, c'est quand même pas évident. Ouais. Et donc, il y a des déconvenus, il y a aussi parfois des mauvaises surprises dans les comptes, et ça m'est arrivé, ou sur les brevets, par exemple, qui n'appartiennent pas à l'entreprise dans laquelle ils veulent vous rentrer, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est des petites choses qui, parfois, sont un peu galères. Ils sont un peu bêtes, parce qu'ils vont bien imaginer qu'ils vont contrôler... Tu n'es pas bien Teresa quand même. Alors en fait, à la différence de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, là, si vous voulez, c'est très early stage. C'est-à-dire que moi, j'ai investi dans des boîtes qui font des dizaines ou des centaines de milliards. Donc là, vous partez de sociétés, en fait, c'est vraiment des entrepreneurs qui ont toi, à besoin... l'époque, hein, maintenant. Exactement, et ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu. Mais je dois dire que pour moi, et sincèrement, ça me procure un plaisir énorme parce qu'en fait, je peux infléchir la stratégie de cette boîte, enfin de ces boîtes-là. Parce qu'avant, quand j'investissais dans Nvidia, autant vous dire que le patron, il m'écoutait pas, quoi. Ouais. On n'avait même pas une conversation, vous voyez. C'est même pas qui je suis. Alors que là, ils m'attendent un peu comme le Messie pour les aider. Tu es actionnaire en plus. Hein. Je suis actionnaire, puis pour les aider dans les réseaux de distribution. Moi, maintenant que je suis devenue une très grande fille et que surtout j'appartiens à un club alors qu'il n'est pas le vôtre. Ah, YPO, c'est formidable. Voilà, formidable. Je suis au YPO, ça s'appelle Young President Organization. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un super club. Franchement, c'est presque aussi bien que chez nous. Ouais. C'est presque aussi bien. Ouais. C'est considéré comme la 3e puissance mondiale. Parce que si on agrège tous les chiffres d'affaires des patrons... C'est une énorme puissance, c'est génial, c'est international pour faire du business, c'est top. Et donc ça m'a permis surtout d'avoir d'énormes contacts pour avoir des réseaux de distribution pour toutes ces sociétés-là dans lesquelles moi j'entre au capital. Eh oui, le réseau. Là, franchement, alors, dis-nous concrètement, bien. Alice, tu as décidé de mettre des sous dans combien de sociétés ? Et in fine, tu en as mis dans combien ? Alors l'année dernière, j'ai dit en plateau que j'investissais dans 7 sociétés et j'ai investi dans 4 sociétés. Pourquoi ? Parce que j'en ai qui m'ont planté, c'est-à-dire ils voulaient plus faire le deal. J'en ai ils avaient 1 million de dettes dont ils nous en avaient pas parlé pour 250 000 de CA, de chiffre d'affaires. Ça va. Hein. Ouais, ils n'en ont pas parlé, donc je trouve que ça casse un peu l'ambiance au niveau de la valorisation quand même. Et de la crédibilité aussi. Et de la crédibilité, donc ça j'ai laissé tomber. Et puis cette année j'ai topé, je crois, 10 deals, 10, et je pense que j'en ferai seulement 5. Mais honnêtement, l'objectif, en fait, notre contrat à nous, en tant qu'investisseurs,
c'est de mettre nos meilleurs efforts, c'est-à-dire de faire tout ce qu'on peut pour faire l'opération. Mais si vous avez d'énormes red flags et que vous savez que vous allez perdre votre argent, quand même, c'est quand même pas caritatif, quoi. Faut pas exagérer. Absolument. Ton bouquin, il sort quand ? Mon livre sort jeudi et j'en suis assez fière. Jeudi, là, dans 2 jours, quoi. Le jour, dédicace à la librairie Erol. Voilà. Comment il s'appelle ? Passer à l'action. Passer à l'action. Alors, il paraît que le plus beau métier du monde, c'est soit patron d'une ETI, soit chanteuse. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah oui, j'aurais peut-être dû être chanteuse, j'en sais rien. Tu vas nous chanter un truc, là ? Non. Ah, si. Non. Alors, t'as pas voulu dire combien t'as vendu ta boîte, si en plus tu chantes pas, non, on va te faire chanter. On va faire un piano bar si vous voulez, bon. mais quand même chanter a cappella. Et après, j'adore la musique. Côté vin et gastronomie, t'es une gourmande, on peut le dire. Non, oui, on va dire non oui. Si, gourmande, je ne me dis pas que je suis gourmande. Je suis une obsédée des bons produits, de la terre, du terroir. Je déteste tout ce qui est sous plastique, chimique, plein d'additifs, tous ces trucs-là n'entrent pas ni dans ma bouche ni dans ma maison. T'as un souvenir de visite de caves dans des belles régions comme Poitou-Charentes, par exemple ? Exactement, j'ai la chance d'être dans le Poitou-Charentes. J'ai acheté une ferme, en fait, aussi dans le Poitou-Charentes. Et vous savez que la plus belle cave du monde est en Poitou-Charentes. Est-ce que vous le savez, ça ? C'est un vieux monsieur incroyable. C'est un ancien de chez Dassault, d'ailleurs. Ah, bien sûr qu'il y a une cave exceptionnelle. Mais c'est carrément, il a fait des bunkers sous la terre. Mais je vous jure, c'est vrai, il a fait des bunkers qui font 400 mètres de long sous la terre, 2 bunkers géants. Il a des vins, des choses, mais d'un autre, on ne peut pas imaginer ce qu'il a, ce monsieur. Il a une fortune. D'ailleurs, on va vous rappeler le code de sa cave. Non, mais c'est pas très loin. Non, mais l'histoire, après j'arrête, mais l'histoire quand même, c'est que ce monsieur qui est un petit papy adorable, en fait, un jour, malheureusement, il y a eu un reportage sur lui, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, et vous avez en fait 3 Range Rover vides teintés qui sont arrivés dans le village. Il faut imaginer que c'est un tout petit hameau, il y a peut-être 100 habitants là où il est. Et en fait, ils sont venus, ils l'ont séquestré pendant 2 jours, et ils lui ont fait hyper mal, ils l'ont laissé pour mort. Et l'histoire quand même vraie, il n'a jamais donné la clé. Qui était sous le pot de fleurs en plus. Hein. C'était. Bravo Alice.